Parfait. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. On est désolé, on a eu un petit souci technique qui nous a empêché d'aller en direct sur YouTube. Je suis Marie-Ève Naud, je suis astrophysicienne, je suis avec ma collègue, j'ai essayé de dire collègue et Julie en même temps. Julie Bolduc-Duval, qui est du programme À la découverte de l'univers. Donc, on est vraiment ravis de vous voir aujourd'hui pour discuter d'un sujet très cool qui, moi, me tient vraiment beaucoup à cœur. C'est le sujet, c'est en astronomie, évidemment. Donc, moi, je suis astronome, mais c'est le sujet des exoplanètes. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va se parler un petit peu. Bonjour! Ah, c'est chouette de voir des gens. Bonjour, classe de Marie-Claude. Bravo pour votre patience. Merci. On a eu plus de soucis techniques que jamais. Donc, on espère que vous nous entendez bien. J'étais en train de dire que moi, je m'appelle Marie-Ève, je suis astronome. On va faire une petite présentation aujourd'hui. Julie, est-ce qu'on garde toutes les caméras allumées ou tu préfères qu'on ferme toutes les caméras? Moi, ça ne me dérange pas. Dans l'enregistrement, on va voir toi de toute façon et ta présentation. Voyons. Et voilà. Parfait. Donc, sans plus tarder, allons-y avec la présentation. Donc, je remercie les enseignants et enseignantes qui sont restés avec nous. Je remercie Julie et Lindsay en arrière-plan qui ont fait tout un travail pour qu'on puisse enfin se retrouver et peut-être avec un petit peu de délai, étant donné qu'en direct, on avait un problème technique comme on n'a jamais vu. Donc, aujourd'hui, je suis contente de vous présenter les exoplanètes, des nouveaux mondes à découvrir. C'est une présentation du programme À la découverte de l'univers qui est fait spécialement pour vos enseignantes, pour vos enseignants, pour qu'ils aient tous les outils nécessaires pour enseigner l'astronomie, la science qui s'intéresse à l'espace. Donc, justement, moi, je suis une astronome. Comme je disais, je m'appelle Marie-Ève Naud. Je travaille à l'Université de Montréal. Donc, j'habite à Montréal. Je suis originaire de la région de Québec, un petit village qui s'appelle Donnacona. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des gens qui venaient d'assez proches de chez moi. Donc, j'étais contente de voir ça. Et justement, une astronome, qu'est-ce que ça fait dans la vie? Là, vous voyez une petite photo de moi en train de faire semblant de regarder dans une lunette. Peut-être qu'il y en a qui savent c'est quoi le nom de l'outil qu'on utilise. J'ai dit lunette, mais on utilise aussi le mot télescope. C'est très rare que mon métier ressemble à ça parce qu'on utilise des télescopes qui sont quand même beaucoup plus gros, dans lesquels, dans le fond, on ne va pas regarder avec notre œil, mais plutôt l'image va venir sur un écran d'ordinateur. Donc, comme plusieurs personnes, on utilise beaucoup les ordinateurs dans notre travail, mais c'est toujours pour étudier des choses qui sont dans l'espace. Donc, moi, je travaille à l'IREX, c'est un acronyme pour dire Institut de recherche sur les exoplanètes. Donc, ma spécialité, c'est vraiment les exoplanètes et on va avoir l'occasion de se jaser. C'est quoi ça, une exoplanète? Je travaille avec des dizaines de personnes qui sont réparties un petit peu partout dans la province du Québec et qui travaillent sur ce sujet-là. Et puis, notre objectif ultime, là, c'est de trouver de la vie ailleurs dans l'univers. Donc, il y a des vrais scientifiques dont c'est le travail de chercher de la vie ailleurs que sur Terre. Et là, vous voyez quelques-uns de mes collègues sur cette image-là. Donc, aujourd'hui, ce qui nous a motivés à vous parler, c'est qu'il existe un concours qui s'appelle le concours Nommer une exoplanète ou encore en anglais Name ExoWorlds. Et ce concours-là, c'est un concours qui est beaucoup plus grand que moi, que l'IREX ou même que le programme à la découverte de l'univers. C'est un concours international qui est organisé par justement l'Union astronomique internationale. Ça, c'est le plus grand regroupement d'astronomes professionnels sur toute la planète. Et c'est l'organisation qui est responsable pour donner les noms aux choses. Donc, évidemment, hein, tu sais, toi, peut-être que tu sais, là, dans notre système solaire, il y a des planètes, peut-être que tu connais le nom de toutes les planètes ou peut-être de quelques-unes. Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Ça, ces noms-là, ça fait longtemps qu'ils ont été donnés. Mais à tous les jours, on découvre des nouveaux astres, que ce soit des astéroïdes, que ce soit des étoiles, des galaxies, des planètes dans d'autres systèmes solaires, des exoplanètes, et on a besoin de leur donner des noms.
Et on va revenir un petit peu plus tard sur pourquoi on a lancé ce concours-là, mais c'est à cause de ça qu'on est réunis aujourd'hui. Et si ton enseignant ou ton enseignante va avoir plus d'informations sur le concours, je l'invite à se rendre sur le site Dans la découverte de l'univers, découvertedelunivers.ca, pour avoir toutes les explications sur le concours. Puis on va aussi en reparler un petit peu à la fin. Une autre belle ressource que j'aimerais vous conseiller, c'est le site exoplanète avec un S à l'école.ca. Parce que sur ce site-là, tu vas en apprendre vraiment plus sur les exoplanètes. Donc, aujourd'hui, on se parle d'exoplanètes, tu vas avoir l'occasion d'en apprendre plus, mais si ça t'a laissé sur ta faim, ben en fait, on va pouvoir en reparler quand même beaucoup. Donc, là, je vais justement utiliser une des présentations qui se trouve sur le site des exoplanètes à l'école. Donc, je me dirige sur le site. Vous allez voir de quoi ça a l'air. Ce site-là, il n'est pas encore terminé, mais il est déjà disponible. Donc, vous pouvez vous y rendre pour voir qu'est-ce qui est déjà disponible. On va faire un grand lancement bientôt. Puis moi, ce que je vais vous présenter, c'est la présentation Les exoplanètes. Donc, voilà, je vais juste la mettre en plein écran. Donc, il y a une toute petite minute. Là, je vais juste attendre que ça se charge. Merci, Julie, qui met les liens dans le Zoom, si jamais vous n'avez pas eu le temps de les nommer. Puis je pense que, Julie, tu vas pouvoir aussi les envoyer par après. Voilà ma présentation. Donc, on commence par quelque chose qu'on connaît. Hein? Le système solaire, ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Peut-être que toi, tu l'as déjà étudié à l'école, mais en tout cas, c'est là où on se trouve. Ça, c'est une image qui n'est pas du tout à l'échelle, c'est-à-dire que ça ne représente pas exactement la réalité telle qu'elle est, mais on voit les principaux astres de notre système solaire. D'abord, le Soleil, qui est notre étoile. Oui, le Soleil est une étoile. Des fois, ça vaut la peine de se le rappeler, hein, même s'il n'y a pas du tout la même apparence dans le ciel, c'est parce qu'il est beaucoup plus proche de la Terre, beaucoup plus proche de nous. Mais c'est une étoile, comme les étoiles qu'on voit dans le ciel la nuit. Et dans notre système solaire, peut-être que tu sais déjà, il y a 8 planètes, 4 petites et 4 grosses. Et tu as peut-être déjà appris leur nom. Je te le répète juste pour le fun. Mercure ici, Vénus, la Terre, notre planète Mars, la plus grosse Jupiter, la plus majestueuse, j'oserais dire, Saturne avec ses grands anneaux de glace et de roche, et finalement Uranus et Neptune. Mais dans notre galaxie, donc je te mets une image d'étoile, hein, dans l'arrière-plan, il y a beaucoup de mots, mais c'est moi qui te l'ai dit. Dans notre galaxie, il y a des centaines de milliards d'étoiles. Centaines de milliards, c'est un gros chiffre, là. C'est 1, 0, 0, puis 9 zéros après. Donc ça, c'est 100 milliards, mais il y en a plus comme 200 ou 300 milliards d'étoiles. Puis, maintenant, ce qu'on sait, depuis pas si longtemps que ça, à part ça, c'est que la plupart de ces étoiles-là possèdent des planètes, des exoplanètes. C'est ça qu'on appelle des exoplanètes. On a été capable d'en trouver en particulier autour de certaines étoiles, de dire « Ah oui, là j'en vois une, là j'en vois une, là j'en vois une », mais aussi, on en a trouvé tellement qu'on est capable de dire statistiquement qu'il doit y en avoir autour de toutes les étoiles de notre galaxie et sans doute aussi dans les autres galaxies qui sont des grands groupes d'étoiles. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est un mot que j'aimerais beaucoup que tu retiennes, un mot de vocabulaire que j'aimerais beaucoup que tu retiennes. Une exoplanète, c'est une planète qui est à l'extérieur de notre système solaire, c'est-à-dire une planète qui est en orbite, hein, qui tourne autour d'une autre étoile que le Soleil, une des étoiles qu'on voit dans le ciel la nuit, par exemple. Et ici, justement, tu vois une magnifique illustration d'une exoplanète, hein, puis tu vois comment on a pu l'imaginer. Parce que c'est ça qui est quand même important. On ne peut pas voir les exoplanètes. Elles sont beaucoup trop loin. Pour les planètes de notre système solaire, on est capable d'envoyer des sondes, hein, soit pour les survoler, soit pour aller se mettre en orbite autour, par exemple, de Mars ou de Jupiter, ou même dans le cas des planètes rocheuses ou des satellites des planètes gazeuses, on peut aller poser des robots et même des petits robots qui roulent. Tu as peut-être déjà entendu parler de Persévérance, entre autres, le petit robot qui roule sur Mars.
Mais pour les autres planètes, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, on n'est pas capable avec nos instruments actuels, puis on ne voit pas non plus dans le futur proche comment on pourrait faire de prendre des photos de ces mondes-là. Donc, à chaque fois que tu vois une belle image comme celle-ci ou comme celle-ci, ce sont des artistes qui ont dessiné ça. Par exemple, moi, j'ai déjà fait affaire avec un artiste qui travaillait dans le domaine du jeu vidéo et puis qui a illustré une exoplanète qu'on avait trouvée grâce aux informations que je lui ai données, qu'on lui a fournies, puis il a imaginé le reste, un peu comme justement quand on crée des univers dans les jeux vidéo. Donc, on ne sait pas de quoi la surface des planètes a l'air, on ne sait pas, on ne connaît pas grand-chose sur leur atmosphère. Tu vois ici, ce système planétaire-là est quand même très excitant, hein, parce qu'on voit, il y a une étoile, donc ça, c'est le soleil de cette planète-là. Puis on voit deux autres étoiles ici, parce que ça, c'est un système d'étoiles où il y a plus qu'une étoile. Dans notre système solaire, il y a juste le soleil, mais dans d'autres systèmes, il peut y avoir des étoiles qui tournent l'une autour de l'autre, puis même des fois plus que deux. Donc, il y en a deux qui tournent une autour de l'autre, puis une autre qui tourne autour de la Terre. C'est le cas de ce système-là, qui est le système planétaire le plus proche du système solaire, celui de Proxima du Centaure. C'est cette étoile-là qu'on voit ici. C'est seulement dans les années 1990 qu'on a confirmé l'existence des exoplanètes. Avant ça, puis tu sais, ça fait longtemps, mais pas tant que ça, là. Moi, j'étais née en 1983, puis dans ce temps-là, on ne pouvait pas affirmer avec certitude qu'on connaissait, qu'on était certain qu'il y avait des exoplanètes. On s'en doutait, mais on ne le savait pas, on ne l'avait pas confirmé. Dans les années 90, on a été capable, avec les technologies nouvelles, avec des télescopes très puissants, avec des techniques très ingénieuses que les astronomes ont pu penser, de détecter pour la première fois qu'il y avait bel et bien dans un système planétaire, autour d'une étoile qu'on étudiait, une exoplanète. Et ça a été le début de la science des exoplanètes, qui est maintenant un domaine extrêmement actif en astronomie, hein. Il y a des milliers de chercheurs qui travaillent là-dessus dans le monde, puis comme je disais, beaucoup au Québec et au Canada. Et maintenant, on connaît plus que 5000 exoplanètes. Là, aujourd'hui, on est là pour parler du nom des exoplanètes. Moi, j'ai eu la chance en 2014 de trouver une exoplanète. Puis il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé « Ah, Marie-Ève, comment tu l'as appelée ton exoplanète? As-tu pu, par exemple, lui donner le nom de, je ne sais pas moi, un personnage d'histoire que tu aimes ou de ta montagne préférée? » Non, je n'ai pas pu parce que la façon de faire d'habitude, normale, pour les exoplanètes, c'est que là, on en découvre tellement, hein, je te dis, on est rendu à plus que 5000, puis on s'attend à en trouver plus, c'est qu'on leur donne des noms de catalogue. Donc, à la base, les étoiles, je t'ai parlé qu'il y en avait là, des centaines de milliards dans notre galaxie, bien, la plupart ont des noms. Puis ces noms-là, c'est des noms de catalogue. Donc, par exemple, parfois, on va leur donner un nom qui est associé à la direction dans laquelle elle se trouve. Donc, si j'ai une étoile qui se trouve dans la direction, par exemple, de la constellation de Pégase, je peux lui donner un nom qui est constitué de soit une lettre normale ou une combinaison de lettres normales ou une lettre romaine ou un chiffre et le nom de la constellation. Puis c'est le cas de mon premier exemple ici. 51 Pégasi, c'est une des étoiles qui se trouve dans la direction de la constellation de Pégase. Pégasi, c'est le nom latin pour la constellation de Pégase. Et donc, 51 Pégasi, c'est la toute première étoile autour de laquelle on a confirmé qu'il y avait bel et bien une exoplanète. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a donné le nom de son étoile et une petite lettre minuscule, B. Donc, 51 Pégasi B, c'est le nom de cette exoplanète-là. Puis je dis sa planète parce que dans le fond, une exoplanète, c'est une planète. Donc, des fois, je parle d'exoplanète, des fois, je parle des fois, je parle d'exoplanète, des fois, je parle de planète. C'est normal. Une exoplanète, c'est une planète.
Parfois aussi, on va étudier des étoiles qui sont vraiment pas brillantes. C'est vraiment pas des étoiles qu'on voit, par exemple, à l'œil nu dans le ciel. Puis c'est pas des étoiles non plus qu'on connaît depuis longtemps. Au contraire, parfois, c'est des petites étoiles, donc qui sont vraiment pas brillantes, qu'on vient tout juste de découvrir qui existaient avec des télescopes très puissants. Donc, parfois, on va leur donner plutôt le nom de l'outil qu'on a utilisé pour les étudier. Et dans ce cas-là, c'est le télescope TRAPPIST. Et dans le second cas, on a le télescope TRAPPIST qui a été utilisé pour étudier cette étoile-là qu'on a appelée l'étoile TRAPPIST-1, parce que c'est la toute première étoile qu'on a étudiée avec le télescope. C'est un télescope belge, donc c'est un nom de bière qu'ils ont utilisé. Donc, ils ont utilisé TRAPPIST-1 pour identifier cette étoile-là. Puis, on a trouvé plusieurs planètes autour de cette étoile-là. Donc, on les a appelées TRAPPIST-1b, TRAPPIST-1c, TRAPPIST-1d. Là, peut-être que tu te demandes pourquoi on n'en a pas appelé aucune TRAPPIST-1 petit a. Et ça, c'est tout simplement parce que les astronomes ont décidé que le A dans l'esprit, c'était l'étoile. Donc, quand on trouve une planète autour d'une étoile, on l'appelle nom de l'étoile petit b. Et si on en trouve une autre, ben, c'est petit c. Si on en trouve une autre, c'est petit d. Si on en trouve plusieurs en même temps, ben, on nomme celle qui est la plus proche de l'étoile petit b, puis la deuxième plus proche, comme dans le cas de TRAPPIST-1b. Mais ça fait des noms qui ne sont pas super le fun à utiliser dans notre vie de tous les jours. Hein? Ce n'est pas aussi accrocheur que Vénus ou Jupiter. Et puis, ben, c'est un peu ce qui a motivé le concours dont on parle aujourd'hui. Et je vais y revenir. Mais juste avant, je voulais terminer un peu de vous parler des exoplanètes en général. Donc, les exoplanètes sont très diversifiées. Dans notre système solaire, on a certains types de planètes, mais comme vous voyez sur ce dessin-là qui montre plein de conceptions artistiques, donc plein d'illustrations de quoi pourraient avoir l'air certaines planètes, exoplanètes qu'on a trouvées, mais tu vois qu'il y a une très grande diversité. Donc, il y en a des petites, il y en a des grosses, il y en a des moyennes. Là-dessus, on a imaginé qu'il y en avait de toutes les couleurs, mais ça, c'est vraiment basé sur ce qu'on connaît de notre système solaire. On sait qu'il y a plusieurs couleurs possibles selon la composition de la surface d'une planète. Par exemple, Mars est rouge parce que sa surface est de roches rouillées, dans un sens, dépendant aussi des gaz qui sont dans l'atmosphère. Donc, ça peut influencer les couleurs. Pour les autres planètes dans d'autres systèmes solaires, on ne le sait pas nécessairement à quelle couleur elles sont, mais on se doute que les couleurs sont très variées aussi, un peu comme dans notre système solaire. Par contre, une planète, c'est toujours sphérique. C'est toujours une boule. Si c'est pas une boule, alors là, ça ne peut pas s'appeler une planète. Ça veut dire que ce n'est pas assez massif pour avoir pris la forme d'une boule. Puis là, on ne parle pas de planète. Puis peut-être aussi une autre affaire, c'est que les planètes sont toujours plus petites que leur étoile. Donc, une étoile, c'est très gros, c'est assez gros pour qu'il y ait de la fusion nucléaire au centre, puis que ça brille, tandis que les planètes, c'est beaucoup plus petit, même si ça reste très grand. Hein? On le sait, même la planète Terre, qui est une petite planète, est grande. Donc, voilà ce que je disais, les planètes sont toujours plus petites, puis vous voyez la comparaison à l'échelle de la taille du Soleil, de Jupiter, de la Terre, et si tu as une très bonne vue, tu vois la Lune même ici. Donc, ce que je disais, hein, c'est que dans notre système solaire, on connaît 3 types de planètes. Les planètes telluriques ou rocheuses, celles que j'appelle les petites planètes, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, et les planètes géantes. Dans les planètes géantes, il y a comme 2 catégories, les planètes géantes gazeuses et les planètes géantes de glace. Les planètes géantes gazeuses, c'est les plus grosses, Jupiter et Saturne. Les planètes géantes de glace, Uranus et Neptune, elles sont un petit peu différentes quand même. Puis quand on parle de glace, là, en fait, il faut plus imaginer une grosse couche de gaz, puis en dessous, peut-être quelque chose qui ressemblerait à de la slush. Donc, pas une surface glacée là, sur laquelle on pourrait patiner, mais une espèce de mélange de gaz sous forme de slush, un peu comme les barbotines qu'on appelle en français. Mais parmi les exoplanètes, il existe des planètes qui ont une taille intermédiaire entre la Terre, qui est la plus grosse des planètes rocheuses ou telluriques, et Neptune, qui est la plus petite des planètes géantes. Et même ça, ces planètes-là, c'est celles qu'on trouve le plus.
C'est celles qui sont le plus abondantes jusqu'à maintenant dans celles qu'on a trouvées. Puis, on ne sait pas encore pour l'instant si ces planètes-là sont des super-terres, c'est-à-dire des planètes comme la Terre, mais plus grosses, ou des mini-Neptunes, c'est-à-dire des planètes comme Neptune, mais en version miniature. Donc, pas du tout quelque chose sur lequel on peut aller se poser ou habiter, là, tu sais. Puis, ça pourrait aussi être autre chose. On parle parfois de planètes océans, donc des planètes qui seraient recouvertes d'épais océans, là, très, très, très profonds océans, partout à la grandeur de la planète. Ça, on a de plus en plus d'indices que ça existe. Dans les autres systèmes planétaires qu'on connaît, c'est pas toujours comme dans le système solaire. C'est pas toujours le même nombre de planètes, c'est pas toujours le même ordre. Tu sais, dans notre système solaire, hein, les petites planètes sont proches du Soleil, puis après ça, il y a les grosses, puis après ça, il y a les moyennes, si on veut. Mais dans d'autres systèmes, là, c'est complètement différent. Il y a parfois pas les mêmes types de planètes non plus. Certains systèmes sont très compacts, ça veut dire que toutes les planètes sont très, très, très proches de l'étoile. Dans d'autres cas, les systèmes sont très étendus, c'est-à-dire que les planètes sont extrêmement loin de leur étoile. Donc, un peu comme avec le vivant, tu sais, des fois, quand on commence à étudier toutes les espèces de vie qui existent sur Terre, on se rend compte que, mon Dieu, qu'il y a une grande diversité. Bien, on dirait que dans l'univers aussi, c'est ça. Puis plus on en apprend sur les exoplanètes, plus on se rend compte qu'il y a une immense diversité dans les systèmes planétaires puis dans les planètes qu'on trouve. On connaît des exoplanètes qui ont une taille et une masse similaires à la Terre. C'est très difficile à trouver, hein? Plus une planète est grosse, typiquement, plus elle est facile à trouver. Donc là, les planètes qui sont petites comme la Terre, on est capable d'en trouver, mais ce n'est pas si facile que ça, mais on en connaît déjà. On en connaît même qui ont une température, qui ont possiblement une température juste correcte. Donc, parfois, en anglais, on parle de la zone boucle d'or comme étant la zone autour d'une étoile où on reçoit pas trop de lumière, pas trop d'énergie de l'étoile et juste assez. Donc, si on est trop proche, bien là, il fait très, très chaud. Puis, entre autres, ça veut dire que l'eau, parce que l'eau, c'est vraiment important hein, pour la vie sur Terre. Puis là, pour l'instant, c'est la seule vie qu'on connaît, la vie sur Terre. Donc, on se fie à ça. OK, c'est peut-être un bon indice. Toutes les formes de vie sur Terre ont l'air d'avoir besoin d'eau. Donc, on va regarder où est-ce qu'il peut y avoir de l'eau, en particulier liquide. Donc, si on est très proche de l'étoile, l'eau, elle ne sera pas sous forme liquide. Tu as peut-être déjà vu ça, hein, de l'eau qui passe de l'état liquide à quelque chose, quand c'est plus chaud, sous forme gazeuse, oui, sous forme de vapeur d'eau, tout simplement. Donc, si on est trop proche de l'étoile, l'eau va toujours être sous forme de vapeur d'eau. Si on est trop loin, l'eau va toujours être sous forme de glace. Alors que sur Terre, on a les trois phases de l'eau, les trois états de l'eau, et puis ça, c'est juste parfait pour la vie telle qu'on la connaît. Donc, on connaît des planètes qui ont des tailles et des masses similaires à la Terre et qui se trouvent dans la zone tempérée ou habitable de leur étoile. Mais il va quand même falloir encore faire beaucoup de recherches pour voir, OK, mais avec l'atmosphère qu'il y a autour de ces planètes-là, est-ce que c'est vraiment tempéré? Par exemple, dans le cas de Vénus, elle est dans une zone à peu près qui devrait être tempérée dans notre système solaire, mais à cause des gaz qui composent son atmosphère, qui sont tous des puissants gaz à effet de serre, ça réchauffe sa surface à une température qui rend ça vraiment difficile pour toute forme de vie telle qu'on les connaît. Donc voilà, hein, on ne connaît pas grand-chose sur les atmosphères des planètes. Vous voyez ici 2 dessins d'une exoplanète hein, qui n'a pas encore un joli nom. Elle s'appelle Kepler, l'outil qui a permis de l'étudier. 186, c'est ce système-là en particulier. F, ça veut dire qu'il y en a d'autres dans le système. Donc, l'exoplanète Kepler 186F, on l'imagine ici en haut, sans atmosphère. Tu vois que ça ressemble un peu, mettons, à la Lune. Tu sais, quand on voit des photos prises sur la Lune. Et on l'imagine en bas avec une atmosphère qui permet de conserver l'eau liquide, qui permet d'avoir peut-être des gaz à respirer, tout dépendant des formes de vie qui pourraient exister là. Mais on ne sait pas encore. Il faut utiliser des télescopes, il va encore falloir travailler fort pour mieux comprendre de quoi ont l'air les atmosphères des planètes dans d'autres systèmes solaires. Là, ici, je vous parle d'un moyen de découvrir des exoplanètes. Puis là, c'est plus une invitation à vos enseignants. On a créé ces très jolies cartes pour en apprendre plus sur plusieurs planètes. Et puis ça, c'est disponible sur le site
www.exoplanet avec un S à l'école.ca. C'est un site qu'on vous a donné au début de la présentation. Donc, allez voir, imprimez-les et découvrez ces nouveaux mondes-là. Donc là, voilà, ça on expliquait pourquoi on a besoin de dessins pour représenter les planètes. Bien, c'est parce qu'on n'est pas capable de savoir si ça a l'air de ça. Donc, je vous montre quelques paysages imaginaires sur des exoplanètes. En voici une, où on voit qu'il y a 2 étoiles dans le ciel, donc une planète qui se trouve en orbite autour d'une étoile binaire. Ensuite, ici, on voit qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air à la surface d'une lune qui serait autour d'une planète géante qui posséderait des anneaux. C'est très beau. Ensuite, ici, on voit dans le système justement de TRAPPIST 1, tout à l'heure, on en a parlé quand on a dit le nom des planètes sont donnés comment. Donc ici, ça, c'est des planètes qui sont toutes très, très, très proches les unes des autres. Donc, si on regardait dans le ciel, on verrait les autres planètes qui auraient l'air un peu comme la Lune. Ils seraient tellement proches qu'on serait capable de voir le disque des autres planètes. Et elle est très, très proche de son étoile. Donc, l'étoile aurait l'air très grosse dans le ciel. Donc, c'est des très belles images. Ici, sur une planète où est-ce qu'il y a une atmosphère très dense, là, où est-ce qu'il pleuvrait. Puis si je me souviens bien, ça, c'est de la pluie de roche. Là. Donc, on est dans un monde qui n'est pas du tout comme le nôtre. Et ici, un autre monde qu'on a imaginé un petit peu comme sur Terre, mais avec plusieurs étoiles dans le ciel, ça fait toujours très joli. Voici aussi un autre paysage imaginaire qui serait sur une lune. Petite parenthèse, on n'a pas encore réussi à confirmer la présence de lunes autour des exoplanètes. C'est encore plus difficile. Mais vu qu'on sait que dans notre système, des lunes ou des satellites naturels, c'est des synonymes, il y en a beaucoup, bien, on se dit probablement qu'il y en a aussi dans d'autres systèmes. Donc, des fois, on s'amuse à les imaginer comme ça. Et puis, bien, peut-être se souvenir qu'il y a une seule planète, un seul monde, c'est-à-dire il n'y a pas d'autres lunes non plus, qu'on connaît sur laquelle il y a de la vie, et c'est notre planète, la Terre, dans notre système solaire. Ça ne veut pas dire qu'on n'en cherche pas, on continue à chercher, mais pour l'instant, c'est ça la situation. Donc, petit résumé, mais moi, je vais plutôt revenir pour vous parler brièvement du fameux concours. Donc, je vais juste m'assurer que je suis encore en mode présentation. Donc, on parlait de comment les noms sont donnés, mais nous, les scientifiques, on accepte de parler des exoplanètes comme ça, là, 51 Pégasi B, quand on échange des informations avec nos collègues scientifiques, on utilise ces noms de catalogue-là et ça ne nous dérange pas. Mais on s'est dit que ce serait chouette, dans le sens les astronomes à l'échelle de la planète, de leur donner des noms un petit peu plus accrocheurs, un petit peu plus significatifs. Et c'est là où vous pourriez peut-être intervenir dans vos classes. Parce que ce concours-là, il est ouvert à tous. Ce n'est pas un concours qui est facile de participer. Donc, si vous êtes peut-être dans les premiers cycles du primaire, c'est un très, très beau défi, mais peut-être que vous pouvez imiter le processus dans vos classes. C'est parce qu'il y a beaucoup de règlements à suivre. Mais c'est la 3e fois qu'on organise un tel concours. En 2015, on a déjà donné un nom à 31 exoplanètes. En 2019, on a donné un nom à 112 exoplanètes. Et cette fois-ci, on veut donner le nom à 20 exoplanètes et à leurs étoiles là, qui vont bientôt être observées avec le fameux télescope spatial James Webb, qui est un très puissant télescope qui a été lancé dans l'espace et qui est vraiment très bon pour étudier les exoplanètes. Donc, on a choisi 20 systèmes planétaires qui vont être étudiés par le télescope Webb et on essaie de leur donner des noms un peu plus accrocheurs. Et puis là, je vais sauter quelques... je voulais juste vous dire, la fameuse planète 51 Pégasi B, je vous l'ai montré quelques fois. Son nom de catalogue, c'est 51 Pégasi B, mais elle a été nommée en 2015 Dimidium. Et Dimidium, c'est le mot qui veut dire demi en latin. Et ça, c'est dû au fait que 51 Pégasi B, c'est une exoplanète géante gazeuse, comme Jupiter, mais elle est moins massive que Jupiter. Elle fait à peu près la moitié de sa masse. Donc, les gens qui ont proposé le nom, ils se sont dit, on va faire référence au fait que c'est la moitié d'une Jupiter et on va l'appeler Dimidium. Ensuite, il y a d'autres exemples que vous pourrez aller voir. Là, c'est amusant de voir quels noms ont été donnés. La 2e fois qu'ils l'ont fait en 2019, chaque pays était responsable de nommer une planète. Donc, vous pouvez voir ici au Canada, on avait une exoplanète géante gazeuse.
à laquelle on a donné un nom qui vient de la langue Cri, la langue autochtone Cri. Donc, Nikawi et Awasis, c'est le nom de l'étoile et de la planète qui est dans cette étoile-là. Donc, c'est toujours ça, hein? Il y a comme un thème. Donc, ici, ça, c'est le mot pour mère dans la langue Cri. Et Awasis, c'est le mot pour enfant dans la langue Cri. Donc, ça fait du sens, hein? Comme si l'étoile, c'est la mère, puis sa planète, c'est l'enfant. Mais il y a d'autres thèmes. Tu sais, par exemple, des fois, il y en a qui utilisent, je ne sais pas moi, des sortes d'arbres dans notre pays qui sont typiques. Donc, on pourrait décider d'appeler des planètes érables et chênes, par exemple. Ça pourrait être une idée. Voilà. Donc, pour donner un nom, là, il faut se constituer une équipe, organiser une activité pour faire connaître l'astronomie et préparer votre soumission. Puis là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un petit peu compliqué, mais si ça vous intéresse, il va falloir que vous respectiez un grand nombre de contraintes parce que ce n'est pas donné à tous, hein, de donner des noms aux objets célestes. Donc, par exemple, on ne peut pas l'appeler Twitter, cette planète-là. On ne peut pas lui donner un nom non plus d'autres compagnies ou un nom d'animal de compagnie. On ne peut pas non plus utiliser des mots inventés ou des acronymes. Donc, il y a beaucoup de règles, mais il y a quand même beaucoup de place à l'imagination. Puis, les différents systèmes qu'on peut nommer, bien, ils sont tous listés sur le site web, mais j'ai pensé qu'on irait peut-être en visiter quelques-uns juste pour terminer notre présentation. Donc, Julie, tu me confirmes qu'on a le temps ou on est mieux de laisser cette partie-là à l'exploration des... Bien, honnêtement, Marie-Ève, avec tous nos délais, je ne sais plus trop à quelle heure on a commencé. Fait que je te dirais, vas-y pour 5 minutes, puis ensuite on va arrêter. C'est correct, parce que c'est tellement beau, ce site web-là. Parfait, excellent. Donc, pour aller explorer les exoplanètes, bien, si vous allez sur le site que je vous ai parlé au début, là, juste ici, là, le site dans la découverte de l'univers qui parle du concours, vous allez avoir la liste, vous allez être capable d'accéder à la liste des planètes. Mais moi, je vous encourage à utiliser un outil web dont on parle beaucoup, hein, dans l'autre site dont je vous ai parlé, exoplanètesalécole.ca, qui s'appelle Eyes on Exoplanets. C'est un outil qui est en anglais, mais qui est relativement facile à utiliser. Il y a même un tutoriel que vous pouvez trouver là, sur le compte YouTube dans la découverte de l'univers pour l'utiliser, si jamais vous ne savez pas comment. Et voici, on se retrouve sur cette page web et ça nous indique, à l'aide de petits symboles lumineux, toutes les étoiles pour lesquelles on connaît des planètes présentement, des exoplanètes. Donc, au centre, il y a notre Soleil et je peux me déplacer comme ça dans cet univers virtuel qui est réaliste. Hein, ça reproduit vraiment fidèlement la position des étoiles. Et je peux aussi aller faire une recherche. Donc, si on prend par exemple un des systèmes qui est proposé pour être nommé, si par exemple je choisis LTT 9779B, il ne faut pas que je me trompe, je vais aller chercher ici avec la petite loupe, comme on ferait sur un tout autre moteur de recherche, et je tape LTT 9779B, et là, je vais aller voir l'étoile. Allons voir. Et là, c'est comme si on voyageait vers le système. Donc, c'est très, très chouette. Et là, ce que vous voyez en vert, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure, l'espèce de zone tempérée, la zone boucle d'or. Et vous voyez que la planète, bien, je dois m'approcher. Elle est très, très proche de son étoile, cette planète-là. Donc, il doit y faire très, très chaud. Donc, si je veux aller en apprendre davantage sur la planète, soit je clique dessus ici, ou soit je vais dans « Planète » dans le menu en bas à droite. Et là, je me retrouve devant cette planète-là. Et là, on me dit en anglais que c'est une planète qui ressemble à Neptune, donc une géante de glace. Et si je veux en apprendre encore un peu plus sur cette planète, je vais appuyer sur le petit plus. Donc, si vous n'avez pas vu, là, à côté du nom de la planète, dans le bas à gauche, il y a un petit plus, on clique dessus. Et là, ça nous donne une autre image d'artiste de ce système-là. Vous voyez que ce n'est même pas la même couleur, hein? C'est normal. On ne sait pas de quoi elle a l'air, cette planète-là. Et on voit, bon, par exemple, en quelle année elle a été découverte, en 2020, donc ça ne fait pas très longtemps. C'est une planète qui ressemble à Neptune. On nous dit qu'elle est en orbite autour d'une G-type star. Ça, c'est les codes que les astronomes utilisent, mais ça veut dire que c'est une étoile qui ressemble au Soleil.
On le voit ici d'ailleurs. Hein? En jaune pâle, on voit l'étoile LTT 9779. Puis en jaune foncé, on voit le Soleil, puis on voit que c'est pratiquement la même taille. À gauche, on voit aussi la comparaison entre la planète en bleu foncé et Jupiter, qui est beaucoup plus grosse. On voit ici son rayon orbital. Et ça, c'est donné en unités astronomiques. Là, si vous êtes au primaire, c'est peut-être quelque chose que vous ne comprenez pas, mais sachez qu'une unité astronomique, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. Puis là, on voit ici que c'est beaucoup moins. Puis ça marche. Hein? On a vu tout à l'heure qu'il a fallu se rapprocher de l'étoile pour le voir. Il y a en effet des planètes qui sont très proches de leurs étoiles et c'est les planètes les plus faciles à trouver. Donc, on en connaît quand même beaucoup. On voit que sa période orbitale, c'est-à-dire le temps qu'elle prend pour faire un tour de l'étoile, c'est moins d'1 jour. Donc, nous, la Terre, elle prend plus qu'1 jour pour faire le tour du Soleil. Hein? Elle prend 365 jours et des poussières. Dans ce cas-là, c'est moins qu'1 jour. Donc, ta fête revient souvent sur cette exoplanète-là. Et il y a des choses amusantes ici, là, comme par exemple, combien ça prendrait de temps pour aller là si on utilisait une voiture? Oh, 3 milliards d'années. On voyage-tu en voiture dans l'espace? Non, pas du tout. Si on y allait à la vitesse de la sonde Voyager, qui est une sonde qu'on a envoyée dans l'espace pour étudier les planètes de notre système solaire, ça prendrait quand même 5 millions d'années. Donc, ce n'est pas une planète pour déménager, en plus que c'est une planète qui ressemble à Neptune, mais vous avez ici beaucoup d'informations. On vous donne aussi comment elle a été détectée, avec quelle méthode. On explique la méthode de détection. On nous dit avec quel satellite elle a été trouvée aussi. Et puis, c'est comme ça pour les 5000 quelques planètes qu'on a trouvées. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur les exoplanètes, bien ça, c'est un très bel outil. Puis, si vous voulez en apprendre plus, en particulier sur les exoplanètes qui sont dans le concours, là, qu'on peut nommer, bien, allez faire un tour sur cet outil-là pour en apprendre plus sur ces planètes-là. Et ben moi, je terminerai ici. Je vous remercie énormément pour votre présence aujourd'hui. Et puis, je vous remercie aussi pour votre patience, hein, parce que ça a été très difficile au niveau des problèmes techniques. Mais j'espère que vous avez appris un petit peu plus sur les nouveaux mondes que sont les exoplanètes. Et peut-être que vous allez décider de vous lancer dans l'aventure, d'essayer de proposer un nom là, à l'organisation internationale qui s'occupe de ça. Et peut-être qu'un jour, vous allez avoir laissé votre petite trace dans l'univers et donner un nom à une exoplanète. Super. Merci beaucoup, Marie-Ève. Et merci beaucoup aux classes qui nous ont suivis jusqu'ici dans Zoom là, pour pouvoir écouter ça. Et bien évidemment, on va vous partager le lien là, qu'on va remettre sur YouTube pour ceux, en fait, si vous avez ceux qui ont quitté ne sont plus ici. Mais bref, le lien sera disponible si vous voulez en réécouter une partie. Alors, merci beaucoup, Marie-Ève, pour la belle présentation. Puis merci beaucoup à tout le monde. Bonne fin de journée.